Donc, je vais vous présenter le docteur Nicolas Blanchard, qui est oncologue radiothérapeute, qui travaille dans la ville de Valenciennes, à la clinique Vauban, et qui va nous parler de la radiothérapie stéréotaxique. Je le remercie vivement d'avoir accepté de venir à notre réunion, malgré ses occupations, et je lui donne la parole. Merci Elassad. Je remercie moi aussi le comité d'organisation et le comité scientifique de m'avoir invité à venir vous parler. Alors j'ai trois inquiétudes pour commencer mon topo. La première c'est le temps, donc je vais essayer d'être concis. La deuxième c'est j'espère ne pas être trop technique parce que j'ai l'habitude de m'adresser à des radiothérapeutes, donc voilà, mais je suis enchanté de m'adresser à un public de pneumologues. Et la troisième, j'espère être suffisamment consensuel parce que j'ai pu échanger tout à l'heure avec une radiologue tunisienne confrère et j'ai vu qu'il y avait aussi un chirurgien thoracique dans la salle, donc j'espère que je ne vais pas dire je ne vais pas être trop frustrant. Donc concernant, alors ça marche, oui, pardon. Concernant la radiothérapie, donc stéréotaxique dans le cancer du poumon, c'est un vaste sujet, j'essaie d'être le plus synthétique possible, donc je vous propose de suivre le plan suivant. On prendra les grandes lignes de la radiothérapie stéréotaxique, les indications de la radiothérapie stéréotaxique dans le cancer du poumon, on parlera de la tolérance, de l'efficacité et si on a le temps de la surveillance après radiothérapie stéréotaxique. Donc tout d'abord, concernant les grandes lignes, par contre ça ne marche pas en fait. Concernant donc les grandes lignes de la radiothérapie stéréotaxique, le principe de la radiothérapie stéréotaxique, c'est d'associer une technique de très haute précision qui est basée sur l'utilisation de multiples microfaisceaux qui sont convergents idéalement sur la cible et qui va permettre d'irradier à très forte dose de très petits volumes. Ça, c'est vraiment le paradigme de l'utilisation de cette technique. Alors les techniques, elles peuvent être globalement soit intracrâniennes, soit extracrâniennes. On sépare plutôt en fait donc ces deux organes que le reste, et elles peuvent faire appel soit à une seule fraction, c'est ce qu'on appelle en fait la radiochirurgie, ou elle peut être fractionnée, et c'est la radiothérapie stéréotaxique plus classique. En tout cas, elle va imposer une parfaite reproductibilité, puisqu'en général, on va irradier la cible avec une précision inframillimétrique, soit par l'utilisation d'un tracking, c'est-à-dire qu'on va suivre en temps réel la cible, soit par l'utilisation d'une contention individualisée, le plus souvent un masque thermoformé. Avant on utilisait des cadres invasifs type les cadres de l'Excel pour la stéréotaxie intracrânienne. Maintenant on utilise des contentions un petit peu moins invasives mais qui sont quand même très rigides, soit en fait l'utilisation de masques blue bag qui permettent de mettre le patient en fait sous dépression et d'assurer une parfaite reproductibilité de son positionnement. Donc c'est un traitement qui est extrêmement ciblé, très précis, avec une conformalité importante qui impose de faire une acquisition scanographique 4 dimensions au moment du scanner de centrage et qui peut se faire sous différentes machines. Je vous ai mis plusieurs exemples, la plus connue étant le CyberKnife, qui est une machine dédiée pour la stéréotaxie, mais qui n'a pas montré en fait donc de supériorité aux autres machines. Donc toutes les machines en fait qui sont validées pour faire de la stéréotaxie sont valables pour faire ce type de traitement dès lors que la technique est maîtrisée par l'équipe qui l'utilise. Alors les intérêts, en fait, il y a deux grands intérêts. Tout d'abord, en fait, c'est l'hypofractionnement. Donc l'hypofractionnement, ça veut dire on diminue le nombre de séances et normalement s'associe en corollaire une augmentation de la dose par séance. Et l'idée, ça va être d'aller délivrer une très forte dose de radiothérapie par séance. En général, peu de séances, 1, maximum 8 pour la stéréotaxie thoracique, pour obtenir ce qu'on appelle un effet biologique plus important, ce qu'on appelle le BED, c'est l'effet biologique, c'est l'efficacité biologique relative. Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans les cancers du poumon de stade 3, quand on fait de la radiothérapie 3D, en général on délivre 60 degrés les Américains, 66 degrés les Européens en 33 fractions de degrés chacune, et bien là on va essayer d'aller délivrer sur la cible une dose équivalente biologique supérieure à 100 degrés, pour faire justement cette escalade de dose. Alors on verra par la suite que dans le carcinome bronchique non à petites cellules localisées, il y a 3 schémas qui sont validés, recommandés, soit 54 degrés, 60 degrés en 3 fractions de 18 à 20 degrés chacune pour les tumeurs qui sont vraiment centropulmonaires au sein du parenchyme, à distance des organes à risque, soit 55 degrés en 5 fractions de 11 degrés chacune pour les lésions plutôt périphériques qui sont accolées à la plèvre en raison du risque de fracture costale, et enfin pour les tumeurs les plus centrales, centromédiastinales, paramédiastinales, là on augmente encore le fractionnement et on fait plutôt 60 degrés en 8 fractions de 7,5 degrés chacune. L'intérêt, c'est également de surmonter les radiorésistances. Les tumeurs, en fait, donc, sont parfois très radiorésistantes, et donc le fait d'escalader la dose va permettre, en fait, donc, d'aggraver la mortalité cellulaire.
Ça peut être également aussi de limiter le nombre de séances, soit pour des patients âgés, soit pour des patients qui habitent à distance de leur centre de traitement, ou enfin qui ont des grosses comorbidités. Et puis le deuxième grand intérêt, c'est d'avoir effectivement un ciblage extrêmement précis qui va permettre de diminuer la dose aux organes à risque et par conséquent la toxicité. Je vais essayer d'avancer. Alors, c'est une technique extrêmement précise qui impose des conditions à l'exercice. Donc, comme on l'a vu, la précision, bien entendu, c'est d'avoir un matériel adapté, le plus souvent dont une certaine partie va être dédiée dans son utilisation. Donc, un scanner qui permet des acquisitions 4D, évidemment d'avoir des systèmes de contention individualisés, avoir un logiciel dédié, le système de planification de la radiothérapie qu'on appelle le TPS, parce que ce sont des algorithmes de calcul qui sont extrêmement sensibles. Avoir une imagerie embarquée, c'est-à-dire la possibilité de faire un contrôle scanographique le plus souvent ou ultrasonographique ou par radiographie standard en temps réel pendant le déroulement du traitement pour s'assurer de la position instantanée du patient en intrafraction et bien entendu d'avoir des machines qui soient adaptées. Donc, escalader la dose, c'est délivrer une dose ablative. Le but de la radiothérapie stéréotaxique, c'est d'aller enlever la tumeur ou la métastase sans avoir opéré le patient. Et pour ça, en fait, on le sait, on y reviendra tout à l'heure, il faut que la dose équivalente biologique soit supérieure à 100 gray. Donc c'est une irradiation très précise, avec une dose qui est très élevée, au sein en fait donc du volume cible, et ça nécessite, encore une fois dans les conditions de l'exercice, d'avoir une équipe qui soit expérimentée, pas seulement sur le plan médical, à savoir retenir les bonnes indications, avoir en fait donc un bon radiologue, un bon isotopiste, c'est fondamental pour pouvoir faire de la radiothérapie stéréotaxique correcte, mais également d'avoir une équipe de manipulateurs et des ingénieurs en physique médicaux qui sont aguerris à ce type de traitement. Alors, on va parler maintenant des indications de la radiothérapie stéréotaxique dans les cancers du poumon. Tout d'abord, donc les limites. Les limites peuvent être liées à la cible et notamment, en fait, elles peuvent être anatomiques. La cible peut être plus ou moins, elle doit être bien définie et bien limitée. Hein. On évoquait tout à l'heure le cas particulier de certains cancers comme les carcinomes lipidiques, les images en fait envers dépoli parfois pour lesquelles on n'a pas d'anapathe et qui sont quand même évolutives et hypermétaboliques, donc qui requièrent une indication de stéréotaxie. C'est parfois compliqué à délivrer pour le radiothérapeute et ça peut être une limite. Bien entendu, la proximité aux organes à risque. Alors, la phobie du radiothérapeute qui fait de la stéréotaxie thoracique, c'est le médiastin. Hein. C'est bien sûr la moelle épinière, c'est quand même relativement loin. Les gros vaisseaux, c'est un problème, mais c'est pas un trop gros problème. Ce qui est vraiment un problème, c'est tout ce qui est organes creux, œsophage, les troncs souches, les bronches, parce que s'il y a une perforation, en général, ça se passe très très mal pour le patient, et c'est là où on peut avoir de la toxicité de grade 4, voire de la toxicité de grade 5. Les lésions qui ont un contact pleural peuvent être limitantes sur le plan du contourage, mais elles ne sont jamais limitantes en termes de toxicité. Il y a un risque accru de fracture costale, mais qui reste de toute façon beaucoup moins important qu'après une thoracotomie. Les limites peuvent être également volumétriques. Il ne faut pas avoir des cibles qui sont trop volumineuses et donc on est limité dans le stade. Hein. On ne va jamais en fait en stéréotaxie sur des lésions de plus de 5 cm en intrathoracique, hein, sur des lésions de plus de 5 cm. Alors je dis jamais, c'est pas vrai. On le fait parfois dans des circonstances, des cas bien particuliers, mais globalement retenez que c'est les indications plutôt pour les T1, T2A inférieurs à 5 cm N0. Ça peut être également lié à l'extension ganglionnaire. Les patients qui ont une atteinte ganglionnaire médiastinale sont contre-indiqués pour une stéréotaxie puisqu'on ne peut pas aller délivrer de la radiothérapie stéréotaxique médiastinale pour les raisons que je vous ai expliquées au préalable, avec le risque de toxicité sur les organes creux. Ça peut être également lié, ces contraintes, aux paramètres respiratoires. Alors le consensus, c'est d'avoir un patient qui a un VMS supérieur à 400 ml par minute. En réalité, il arrive qu'on traite des patients avec des VMS un petit peu plus bas, mais c'est une contrainte dans la littérature. Ça peut être aussi les antécédents du patient. On n'aime pas trop aller faire de la radiothérapie stéréotaxique, surtout chez un patient qui est sous une immunothérapie et qui a une maladie inflammatoire chronique du poumon, notamment en fait les fibroses interstitielles diffuses, parce qu'en général, on sait, tout comme vous, ça se passe pas très bien. Et puis, ça peut être des limites qui sont liées à la dosimétrie, notamment lors des réirradiations, hein, quand on doit aller réirradier en territoire irradié sur une cible évolutive. Donc, comment ça se passe globalement? Quelles sont les indications? Dans le carcinome bronchique non à petite cellule, tout d'abord localisé. C'est, comme je vous l'ai dit, pour des raisons volumétriques, uniquement pour les petites lésions, donc les T1, T2 à moins de 5 cm sans atteinte ganglionnaire.
Cette indication, aujourd'hui, elle est de manière consensuelle, systématique, dès lors que la sanction chirurgicale n'est pas possible, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons chirurgicales. C'est une situation aujourd'hui qui est extrêmement fréquente. Nous avons commencé en fait la radiothérapie stéréotaxique dans mon centre il y a à peu près 10 ans et à l'époque on avait peut-être un malade par mois, voire tous les 2 mois. Aujourd'hui on a à peu près 5 à 6 patients par semaine qui viennent nous voir pour avoir de la radiothérapie stéréotaxique intrathoracique. Ça doit comporter un bilan d'imagerie extrêmement sélectif avec à minima un scanner thoracique, un TEP scanner et une imagerie cérébrale pour éliminer les candidats qui ont une évolution secondaire synchrone. Et on va pouvoir le plus souvent faire l'économie d'un diagnostic anatomopathologique sous 2 conditions. Premièrement, en fait, que le patient ait une évolutivité sur 2 imageries scanographiques distinctes et que la lésion soit hypermétabolique au TEP scanner. Alors je vais essayer de vous faire la démonstration de tout ça. Si la diapositive bien passée. Concernant en fait donc les intérêts de la biopsie, eh bien il y a cet essai hollandais qui est un vieil essai en fait qui avait fait la comparaison des taux de contrôle local et de survie globale chez des patients qui avaient eu de la biopsie, qui avaient eu une biopsie et d'autres qui n'en avaient pas eu. Et en fait il n'y a pas de différence statistiquement significative à traiter une lésion évolutive scanographiquement et hypermétabolique au TEP scanner qu'on ait ou non son anatomopathologie, tant en termes de contrôle local qu'en termes de survie globale. Et globalement, on sait en fait que lorsque on a une augmentation de la taille de la cible sur 2 examens scanographiques différents avec un temps de dédoublement moyen de 120 jours, avec une imagerie métabolique qui est hypermétabolique, eh bien aujourd'hui c'est suffisant pour poser une indication de stéréotaxie et ça nous arrange d'ailleurs assez souvent parce que ces patients-là, généralement, on a des difficultés à les biopsier parce qu'ils ont des comorbidités et puis bien sûr ils ne sont pas chirurgicaux. Mal à faire passer le... Voilà, c'est passé, je pense. Alors, quelles sont les données qui valident justement l'utilisation de la radiothérapie stéréotaxique dans le cancer bronchique non à petite cellule? Alors, il y a plus d'une dizaine d'études qui datent maintenant du début des années 2000. Donc, on en a sélectionné en fait donc 3 ici, et vous voyez en fait qu'on a des taux de contrôle local et des taux de survie globale qui sont tout à fait satisfaisants. La survie globale en fait à 3 ans, elle est supérieure ou égale à 74% en fonction des différentes études, et le contrôle local supérieur ou égal à 85%. Donc, on sait que c'est efficace. C'était en fait dans toutes ces études des patients qui étaient stade 1, inopérables. Alors est-ce que c'est toxique? Oui, c'est toxique, mais la toxicité est tout à fait acceptable, puisque vous voyez qu'en fonction des séries, on a une toxicité de grade 3 qui est comprise entre 2 et moins de 10%, donc pas beaucoup plus en fait qu'en matière de chirurgie. Concernant les données de fractionnement, on a ce que je vous ai expliqué en fait, 3 grands niveaux de fractionnement qui ont été publiés en fonction de la localisation de la cible tumorale. Donc comme vous le voyez à chaque fois, pas d'envahissement ganglionnaire, c'est une contre-indication. On a en fait donc dans cette série publiée par Lagerwart dans le Journal Rouge, c'est une vieille série, c'est 2008, un taux de contrôle local de 97%, et ces 3 schémas qui sont maintenant les schémas les plus validés, 3 x 20, 3 x 18, 5 x 12, 8 x 7,5, en fonction de la localisation tumorale. Si la tumeur est centrale, on escalade la dose. Si la tumeur est paramédiastinale, on diminue la dose. Et si la tumeur est contre la paroi thoracique, on fait un schéma intermédiaire, en fait donc un 11 à 12 degrés par séance. Il y a également en fait donc ces résultats du RTOG qui ont été conduits par Timmerman. Donc 55 patients entre 2004 et 2006, 3 x 18 degrés, des taux de contrôle locaux, des taux de survie globale qui sont tout à fait satisfaisants, tout à fait intéressants, avec en fait donc une toxicité qui reste encore relativement faible. Alors, est-ce que ça marche chez les patients âgés qui ont des comorbidités? Bien oui, ça marche. Vous voyez, en fait, donc, sur cette étude rétrospective, en fait, menée sur une base nationale, donc, ça concernait 3150 patients à peu près, tous plus de 70 ans. Alors, il y avait des T1, des T3, des N0, n'ont été, en fait, donc, traités par stéréotaxie que les patients, en fait, qui avaient les critères préalablement définis. Mais 258 patients ont quand même été traités, c'est-à-dire à peu près 10% de la population. Et il y a, en fait, dans cette population cible, une augmentation de la survie globale pour les patients qui ont bénéficié d'une radiothérapie stéréotaxique, avec en plus un traitement qui est extrêmement bien supporté. Donc en gros, dans les carcinomes bronchiques non à petites cellules localisées, la radiothérapie stéréotaxique, ça marche, et la toxicité est acceptable.
Alors maintenant, on va rentrer dans les discussions des autres traitements qu'on pourrait proposer aux patients. Alors on pourrait être tenté de proposer aux patients, à ces patients qui ont des petites lésions, de la radiofréquence. Donc est-ce qu'il est licite aujourd'hui d'aller proposer une radiofréquence au vu des données de la littérature à des patients qui sont inopérables et qui ont un stade T1, T2A inférieur à 5 cm, N0? Alors, tous les avantages, les inconvénients, tout le monde les connaît. Hein. La radiofréquence, en fait, donc c'est une seule séance, c'est relativement invasif, ça nécessite une anesthésie générale. En revanche, ça permet d'avoir une preuve anatomopathologique. Et le risque, eh bien, c'est le risque de pneumothorax ou de pleurésie. La radiothérapie stérotaxique, en général, c'est 3, 5, voire 8 séances de radiothérapie pour les lésions paramédiastinales. C'est peu ou non invasif. Ça se fait en respiration libre. On n'a pas forcément besoin d'un diagnostic anatomopathologique pour poser l'indication. Et il peut y avoir comme effet indésirable la pneumopathie radique et les douleurs pariétales. Alors la première question qui se pose, c'est que c'est quand même compliqué d'exposer le patient à un risque de pneumothorax, surtout quand le patient, en fait, on sait qu'il est inopérable en rapport avec ses paramètres ventilatoires. La deuxième question, enfin la deuxième réponse plutôt à la question, elle vient des données de la littérature, parce que vous voyez qu'en fait sur cette étude comparative qui a été publiée dans le Journal Rouge en 2016, eh bien on a des taux de contrôle local, hein, on a randomisé en fait donc ces deux groupes, et vous voyez en fait que le taux de contrôle local, eh bien il est nettement en faveur des patients qui ont eu de la radiothérapie stérotaxique par rapport aux patients qui ont eu de la radiofréquence. Attention, on ne parle pas des métastases pulmonaires, on parle bien des tumeurs primitives pulmonaires. C'est pas tout à fait la même chose pour les métastases pulmonaires. Et on a un taux en fait de contrôle local qui est quasiment doublé à 5 ans. Également en fait donc cette méta-analyse en fait qui a été basée sur les données de la National Data Cancer, la National Data Cancer, donc publiée par Ager en fait donc dans Lung Cancer en 2019, et vous voyez en fait donc presque 15 000 malades qui ont bénéficié d'une radiothérapie stérotaxique, à peu près 1200 patients en fait avaient bénéficié d'une radiofréquence, et vous voyez en fait que là, eh bien pareil, les chiffres sont sans appel, hein, il y a une amélioration de la survie globale au profit de la radiothérapie stérotaxique, et ce, quasiment quel que soit le sous-groupe de patients. Hein. Il n'y a aucun des groupes, en tout cas, qui bénéficie plus, aucun des sous-groupes, pardon, qui bénéficie plus de la radiofréquence que de la radiothérapie stérotaxique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos RCP, et on va le voir même un petit peu plus loin pour la HAS, pour les SMO, il n'y a plus de réel débat. Un patient qui aujourd'hui a une tumeur bronchique localisée du poumon T1, T2A, moins de 5 cm, N0, qui n'est pas opérable, il doit bénéficier d'une radiothérapie en conditions stérotaxiques. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait, hein, donc je vous disais en fait, hein, c'est reconnu par la HAS. D'ailleurs c'est un traitement en fait qui a une dotation, donc qui a une facturation spécifique pour ça. Et puis les recommandations de l'ESMO 2014, hein, donc là c'est très clair, le traitement non chirurgical de choix des tumeurs en fait, donc bronchite non à petite cellule de stade 1, c'est la radiothérapie stérotaxique ablative. Bien entendu il y a des conditions. La dose d'enveloppe en fait doit être supérieure à 100 Gray, puisque si vous délivrez un équivalent biologique inférieur, on sait que ça ne marche pas ou ça ne marche pas beaucoup. Et la radiothérapie stérotaxique des stades précoces est associée à une faible toxicité, notamment pour les tumeurs qui sont périphériques et chez les patients qui sont âgés. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de la question chez les patients non opérables, qu'en est-il des patients qui sont opérables? Eh bien, pour répondre à cette question, on a des éléments de réponse. On a les données poolées en fait des deux études qui sont Roselle et Stars. Donc pour mémoire, c'est uniquement 58 patients qui ont été inclus. C'était quand même des études de phase 3, multicentriques, randomisées, où les patients étaient randomisés vers de la chirurgie ou vers de la radiothérapie stérotaxique. Ces études ont été interrompues précocement pour défaut d'inclusion, parce qu'en général, les patients choisissaient plutôt la radiothérapie stérotaxique. Et donc, il y a quand même eu une analyse avec une puissance qui est pas majeure, mais qui montre que les taux de survie globale et les taux de contrôle local dans le bras radiothérapie stérotaxique sont pas du tout négligeables, et qu'en réalité, sous réserve de confirmer ces données sur des échantillons plus importants de patients, c'est une option thérapeutique intéressante. Qu'en est-il dans le carcinome bronchique métastatique? Alors, on va d'abord exclure du débat les métastases cérébrales qui ont une prise en charge un petit peu particulière. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons plus d'irradiation encéphalique en totalité.
On ne le fait que dans de très rares situations, quand les patients ont d'innombrables métastases cérébrales. Quand je dis d'innombrables, c'est plus de 15, qu'ils ont une espérance de vie supérieure à 3 mois et qu'ils sont symptomatiques. En dehors de ça, quand on ne peut pas faire de radiothérapie stérotaxique aux patients, s'il n'y a pas un besoin impérieux de faire la radiothérapie, on ne fait pas d'encéphale en totalité. Et évidemment, à chaque fois qu'on va faire un encéphale en totalité, on va tant se faire que peu essayer de faire une préservation hippocampique. Alors les indications d'irradiation cérébrale, elles sont systématiques après métastasectomie, c'est-à-dire que ça diminue en fait de manière significative le risque de récidive locale de la maladie, de faire une stérotaxie sur le lit opératoire. Il faut avoir à l'esprit que le nombre de lésions n'est pas un réel facteur limitant. Je vous ai mis l'exemple ici d'un patient qui a un adénocarcinome métastatique avec une maladie extracrânienne contrôlée, 8 lésions secondaires cérébrales. Il a été traité en stérotaxie, ça s'est très bien passé. Et dans ces cas-là, il ne faut pas avoir de crainte à éventuellement faire 2 séries de traitements. C'est-à-dire on commence par traiter, par exemple, 3 grosses cibles, et puis ensuite on fait les 5 petites cibles un petit peu de manière différée, quitte à ce que le patient ait une imprégnation cortisonique, et ça se passe relativement bien. Le facteur plus limitant, ça va être la taille tumorale. Les métastases qui font plus de 5 cm, qui sont très nécrotico-kystiques. En général, en fait, on va quand même donner la priorité aux neurochirurgiens. Et puis on sait que ça répond moins bien et c'est toxique. Et puis ça peut être également la localisation anatomique, notamment lorsque les métastases sont proches du tronc cérébral ou des voies optiques. J'ai un problème avec le... Concernant les lésions extracrâniennes, y a-t-il un intérêt à aller irradier en conditions stérotaxiques les métastases extracrâniennes? Eh bien, il y a quelques données dans la littérature qui amorcent plus qu'une ébauche de réponse à la question, notamment dans la maladie oligométastatique et dans l'oligoprogression. Les objectifs sont notamment de repousser l'initiation ou la modification d'une ligne thérapeutique, et c'est de plus en plus vrai, notamment chez des patients qui sont sous immunothérapie, qui sont des très très bons candidats. Ça peut être aussi en fait de faire une pause thérapeutique à un patient qui est un petit peu en épuisement, qui a une maladie qui est relativement contrôlée, qui a quelques cibles métastatiques. Et puis ça va permettre également en fait donc de ne pas changer de ligne précocement en cas de réponse dissociée. L'exemple typique, c'est vous avez en fait une tumeur primitive qui répond bien au traitement, et en revanche il a 2 ou 3 de ces lésions métastatiques qui évoluent. Ça, ce sont typiquement des bons candidats en fait à ces irradiations stérotaxiques. Alors, quelles sont les différentes données? Donc là, une très très grosse série plusieurs séries ont été reprises de métastases de différents organes, et vous voyez en fait donc que de prime abord, le taux de contrôle local de ces métastases après irradiation stérotaxique est tout à fait correct. Et puis après, il y a 2 grandes études qui amorcent vraiment la réflexion et qui ont changé aujourd'hui un peu nos pratiques en RCP. Tout d'abord, c'est l'étude de Gomez. Donc, cette étude de Gomez, c'est une phase 2 randomisée multicentrique, exclusivement du carcinome bronchique non à petites cellules. De mémoire, donc il y avait 75 patients, donc il y en a 49 qui ont pu en fait être inclus dans l'étude, et ils étaient randomisés soit vers une stratégie de maintenance ou de chimiothérapie à la discussion de l'oncopneumologue référent du patient, soit vers cette même chimiothérapie avec une irradiation en conditions stérotaxiques des cibles qui étaient individualisables. Alors la particularité de l'étude, c'est que c'était des patients qui étaient très oligométastatiques, puisque on ne pouvait pas inclure... Il n'y a eu aucun patient qui avait plus de 4 métastases qui étaient inclus, donc c'était 3 métastases ou moins. Et vous voyez en fait que les données sont relativement intéressantes, puisque le taux de survie global et le taux de survie sans progression sont nettement meilleurs dans le bras en fait donc avec la radiothérapie stérotaxique. La deuxième grande donnée dans la littérature, qui, on en parlera tout à l'heure, vient d'être réactualisée par David Palma à l'Estro récemment à Copenhague, c'est les Secomet SABR. Alors là, on n'est plus exclusivement sur du cancer bronchique, on est sur des patients qui ont 5 ou moins de métastases, donc maximum 5 métastases, et il avait inclus en fait, donc c'était un essai de phase 3 randomisé multicentrique, avec en fait donc également des patients qui avaient comme primitif en dehors du poumon, du sein, du côlon, de la prostate, et il y avait également en fait donc du sarcome. 99 patients ont été inclus dans cette étude avec une randomisation à 1:2, un vers une stratégie de chimiothérapie à la discrétion de l'oncologue référent du patient
sans traitement spécifique de la métastase ou d'une radiothérapie palliative, les schémas habituels, 8 grammes d'une fraction, soit en fait donc au contraire vers la poursuite du schéma de chimiothérapie à la description de l'oncologue avec une irradiation stéréotaxique de l'ensemble des cibles métastatiques qui étaient visibles. Alors, que nous disent les résultats? Donc là, vous avez en fait une répartition, avant les résultats, vous avez une répartition en fait de la population. Donc, vous voyez en fait hein, que c'était à peu près équilibré et il y avait quand même en fait donc pas mal de cancers du poumon qui étaient inclus. Eh bien, ces résultats confirment ce que l'on pressentait, puisque effectivement, pareil, hein, il y a un écart en termes de survie globale et en termes de survie sans progression pour les patients, au profit des patients qui ont été traités par radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Donc ces données, comme je vous le disais, ont été réactualisées à l'ESTRO au début du mois de mai à Copenhague, hein, et cette réactualisation, en fait, eh bien, elle a tendance à confirmer les données initiales de la publication Princeps, puisque les courbes continuent à s'éloigner. Alors il faut savoir en fait que c'est surtout au profit des patients qui ont un cancer primitif mammaire, mais le cancer du poumon en fait est également un bon candidat, et également le cancer du côlon. Et puis la deuxième donnée de réactualisation, c'est que l'utilisation de la stéréotaxie sur les métastases va réduire l'utilisation de la radiothérapie symptomatique chez les patients en fait donc qui ont été traités par stéréotaxie. Alors il y a un petit peu plus de toxicité dans le bras stéréotaxie, mais il n'y a pas de différence statistiquement significative en termes de qualité de vie entre les deux bras. Alors, dans les métastases pulmonaires, je vais moins rentrer dans le débat stéréotaxie et radiofréquence, puisque les données de la littérature sont quand même beaucoup moins claires, même si les données de Comet SABR sont un argument fort pour la stéréotaxie. Il faut savoir que, en tout cas, ça marche. Les métastases pulmonaires qu'on traite par radiothérapie stéréotaxique, pareil, on est sur des taux de contrôle local qui sont supérieurs à 85%, des taux de survie globale à 3 ans, en fait, donc, hein, dans les différentes études que je vous ai mis en dessous, qui sont tout à fait corrects, avec, en fait, toujours des profils de tolérance hein, qui sont à peu près identiques à ceux qui sont décrits et connus au préalable. Donc dans le cancer bronchique, non à petites cellules métastatique, la radiothérapie stéréotaxique est indiquée en situation oligométastatique lorsque les patients ont entre au maximum 5 métastases, lorsque la maladie métastatique est contrôlée après 3 mois de traitement systémique. D'accord, hein, donc ça veut dire qu'effectivement un patient qui est en situation oligométastatique, on va d'abord commencer en fait donc par le traitement systémique, et puis si au bout de 3 mois il n'y a pas de modification, que la maladie en fait semble contrôlée, là il est licite d'aller lui proposer une irradiation stéréotaxique sur les différentes cibles métastatiques. Elle doit être discutée en cas d'oligoprogression sur les cibles qui sont progressives. Concernant maintenant la tolérance et la toxicité de la radiothérapie stéréotaxique, puisque donc ça marche, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est bien toléré? Alors, la mortalité, en fait, donc, hein, si on regarde la mortalité 30 jours après une chirurgie thoracique, bien elle est dans l'étude en fait, donc, hein, de David Palma, qui évidemment est un fervent défenseur de la radiothérapie stéréotaxique, elle est de 8,3%, elle est inférieure à 2% après une radiothérapie stéréotaxique. Les différentes études montrent qu'il n'y a peu ou pas d'impact sur la fonction ventilatoire et peu ou pas d'altération de la qualité de vie. Et c'est vrai qu'à l'exercice, c'est quand même un bonheur en fait de faire de la radiothérapie stéréotaxique quand on est radiothérapeute, parce que les patients sont très peu doléants, ils ont peu ou pas d'effets indésirables. Pendant le traitement, je ne vais pas dire que c'est pas la peine de les surveiller, mais presque, on les surveille quand même. Mais à distance, ils ont un petit peu de toxicité, mais quand même qui est globalement tout à fait acceptable. Ouais, je me dépêche. Donc, en gros, le volume, le VEMS, en fait, donc, va diminuer. Il diminue pendant les 10 premiers mois, en fait, après la radiothérapie stéréotaxique. C'est pas majeur. En général, c'est asymptomatique. Et puis, finalement, en fait, il finit par se corriger à distance du traitement. Le taux de pneumopathie radique, en fait, est très faible. Hein. Dans les données de la littérature, c'est en général aux alentours de 2%. Et je vais raccourcir. La DLCO, en fait, il y a un déclin donc proportionnel, en fait, donc qui est proportionnel à l'atteinte préthérapeutique et qui est proportionnel également à la taille de la lésion et à l'âge du patient. Donc retenez qu'en fait la DLCO va diminuer de manière plus significative chez les patients âgés et qui ont des tailles de lésions assez importantes. Si j'arrive à... Voilà. Donc,
ce que l'on ressort également des données de la littérature, donc pour avoir un contrôle, une efficacité biologique, il faut un BED supérieur à 100 degrés, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, ce que l'on sait aussi, c'est que quand on a des BED qui sont supérieurs à 200 degrés, là, on aggrave de manière statistiquement significative la toxicité pulmonaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a ces différents schémas de fractionnement que je vous ai mis en fait ici, hein, les 4 grands schémas, 50, 54, 56, 60, parce que ça permet justement à la fois d'avoir une efficacité biologique relative supérieure à 100 degrés et inférieure à 200 degrés. Un taux de fracture costale en fait qui n'est pas non plus significatif, et pour mémoire, il est de 30% en fait après la chirurgie thoracique. Les douleurs pariétales, donc il y a à peu près 10% des patients en fait qui ont des douleurs pariétales supérieures à ou égales à un grade 2. Je termine très vite alors. Donc je passe la surveillance, qui est un vrai problème radiologique et qui nécessite en fait d'avoir un vrai partenaire radiologue pour pouvoir surveiller les patients qui ont été traités, parce qu'il y a des grosses modifications pulmonaires. Et donc pour conclure, donc c'est une technique qui est très bien implantée dans la pratique. Il y a de très nombreuses indications. Toutes les tumeurs primitives T1, T2A, N0 qui ne sont pas opérables, en fait, l'indication est formelle et systématique. Dans la maladie oligométastatique, vous avez vu, en fait, c'est quand même très intéressant. L'efficacité thérapeutique, le BED doit être supérieur à 100 degrés. La tolérance est bonne si le BED est inférieur à 200 degrés. Et il faut en fait donc une équipe entraînée. Voilà, j'ai mis les partenaires de soins à la clinique. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci Nicolas de ton excellente présentation. Malheureusement, elle était liée par le temps. Oui, bien sûr. Et donc, je passe la parole à monsieur le professeur Louzir. Alors, merci pour cette excellente présentation. Alors, une question par rapport d'ordre éthique, à la limite, l'essai de 2015, où on n'a pas pu inclure suffisamment de malades dans le bras à radiothérapie stéréotaxique. Je pense parce que le gold standard est le curage ganglionnaire avec la lobectomie ou la segmentectomie. Donc il est un peu difficile d'adhérer à une attitude qui ne fait pas unanimité pour des patients qui sont opérables et qui peuvent supporter le gold standard. Donc ça, c'est un petit commentaire. Quelques questions par rapport pratique. Est-ce que les tumeurs du diaphragme proches du diaphragme, oui, du lobe inférieur, lobe inférieur, pose problème avec les mouvements respiratoires? Alors, oui, bien sûr, ça pose problème. Alors, de toute façon, quand vous commencez à faire de la radiothérapie stéréotaxique, il y a une courbe d'apprentissage, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, vous modulez vos pratiques. Au départ, on faisait 2-3 scanners de vérification à tous les patients en inspiration libre pour voir si on arrivait à reproduire d'un scanner à l'autre en fait le repositionnement de la tumeur. Aujourd'hui, on ne le fait plus pour les lobes supérieurs et les lobes moyens, mais effectivement pour les lobes inférieurs, pour les raisons que vous évoquez, on est obligé de faire plusieurs acquisitions scanographiques parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a quand même des grosses modifications de la position de la cible sur les lobes inférieurs, et effectivement, au plus on est proche de la coupole, au plus en fait ça bouge. Après, la problématique de la coupole, plus qu'une problématique de mobilité, c'est une problématique de délinéation, parce qu'en fait, les lésions qui sont vraiment collées à la coupole diaphragmatique, qui sont vraiment très très basses, on a souvent en fait donc des difficultés à bien les dessiner. Et question très courte, combien ça représente les nodules pour les patients inopérables non confirmés dans votre pratique? Dans votre pratique, les non confirmés, vous les radiez directement. Et est-ce que les verres dépolis qui posent problème au niveau du PET scan et au niveau de la biopsie transpariétale peuvent être proposés sans répondre aux critères que vous avez avancés? Oui, aujourd'hui, un patient qui a effectivement une image qui est évolutive et qui est hypermétabolique au TEP scanner, pour lequel on ne peut pas avoir de diagnostic anatomopathologique et qui techniquement est éligible à une stéréotaxie, l'attitude qu'on a en fait, c'est qu'on l'irradie. Et pour répondre à votre deuxième question, pardon, on traite à peu près 150 patients par an. Ben ça, moi, j'ai pas trop cette information-là, parce que moi, je les reçois en général à la RCP, et donc ceux qui sont non confirmés, je les vois pas en fait. Donc je pourrais pas répondre à ces questions-là. Mais il doit y en avoir beaucoup des non confirmés. Enfin, je pense. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer... Moi, je suis restée frustrée parce que j'attendais la radio. Alors, du coup, vous aviez peur d'être frustrant au début.
Je comprends, parce qu'on était en concurrence jusqu'à un certain temps, la radiofréquence et la... Complémentaire. Complémentaire, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, on est complémentaires maintenant, puisqu'il y a un arsenal thérapeutique qui est important pour le patient, et puis il s'agit peut-être justement d'associer parfois plusieurs... Absolument. Et pour l'instant, on a nos indications pour les métastases, c'est clair, jusqu'à ce qu'il y ait une étude qui prouve le contraire, ça, on va attendre. Mais sinon, je voulais poser une petite question pour ne pas... pour faire court. Par rapport, nous, pour la radiofréquence, on se base beaucoup sur la marge de traitement. C'est-à-dire qu'on doit avoir 1 centimètre autour de la lésion, et même pour les primitifs, il y a même 8 mm pour l'épidermoïde et un peu moins pour la... Bref, sans rentrer dans les détails. Quelle est votre marge de traitement en radiothérapie stéréotaxique? Et peut-être succinctement, quels sont vos délais pour la surveillance? Parce que nous, on a un délai de surveillance très précis. Alors, en termes de marge de traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend comme marge autour de la cible, ou qu'est-ce qu'on prend comme marge de sécurité par rapport à l'organe à risque? Oui. Ah oui. Alors, la paroi thoracique, 0. On ne prend pas de marge. On informe le patient qu'il a un risque de fracture costale significatif, mais bon, de toute façon, c'est ça. Et par contre, pour les bronches, il faut au moins avoir à peu près 3-4 mm en fait, en 4D. Hein, c'est-à-dire que la cible, à tous les moments de la phase respiratoire, en fait, à aucun moment de la phase respiratoire, elle ne soit en fait à 3-4 mm des gros organes creux. En fait, c'était pas ma question. C'est pas pour le risque de lésion d'organes contigus. C'est juste pour être sûr qu'on a une marge qui est traitée autour. Non. Alors donc nous, on dessine la cible et on la dessine sur chaque phase. On fait un scanner avec un ITV. Donc l'ITV, c'est le volume tumoral en fait macroscopique qu'on va dessiner sur chaque phase inspiratoire. Et on a 8 cycles respiratoires pendant l'acquisition scanographique. Ce qui fait qu'en fait, on voit la cible en permanence. Et après, on a un scanner 4D pendant la séance. C'est-à-dire qu'on fait une acquisition inspiratoire et on vérifie que la cible, à tous les moments en fait avant la séance, elle est bien dans l'ITV. D'accord, donc c'est vraiment le volume exclusif de la cible. Oui, le volume exclusif, oui. D'accord, et le rythme de surveillance après? Alors le rythme de surveillance, en général, en fait, on fait un premier scanner à 3 mois qui est notre scanner de baseline. Je ne vais pas dire on le regarde pas, mais presque. Voilà, parce qu'il y a des aspects de pseudo-progression, surtout chez les patients qui sont sous immunothérapie. Et puis après, c'est tous les 3 à 6 mois. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a un doute, on déclenche un TEP scanner. Et le TEP scanner va nous permettre de donner en fait une idée avec la SUV en fait de savoir s'il y a une récidive ou pas. Sachant que les récidives sont quand même extrêmement rares. Et pareil, on a une courbe d'apprentissage. C'est pour ça que nos radiologues ils font beaucoup moins de radiofréquences, mais maintenant ils nous accompagnent. Ils viennent avec nous en général pour voir les malades, pour lire des scanners de patients qui ont eu de la stéréotaxie. C'est super important. Quand on développe dans une équipe de la stéréotaxie, il faut absolument travailler avec son radiologue parce que sinon le radiologue va vous dire à chaque fois ça pousse quoi, ça pousse. Et le radiologue, il a une courbe d'apprentissage des lectures de scanners de patients qui ont eu de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Madame. Merci beaucoup. En fait, vous avez dit au départ que la cible à traiter doit être bien dessinée. Oui. Et moi, ma question découle d'un vécu récent d'un patient qui a un nodule pulmonaire de 2 cm, 2,4 je pense, qui était plutôt central et qui se prêtait très bien à une radiothérapie stéréotaxique. Et au moment où il a été vu par les radiothérapeutes, il y avait une petite image à côté du nodule qui correspond probablement à une petite pneumonie obstructive et qui ne fixait pas au PET scanner, et il a été récusé. Et ce malade ne peut pas être opéré, et il a pas de ganglion qui fixe, et vraiment, c'est une situation qui est un peu gênante. Est-ce que ce genre de situation nous pousse vraiment à récuser ce traitement qui semble le meilleur? C'est toujours un petit peu difficile de donner un avis comme ça à l'oral, mais c'est vrai que nous, on a des indications pour les patients qui sont pas opérables et qui sont candidats avec les indications telles que je vous les ai données. Nous, on les irradie en fait. On a l'irradiation assez facile parce que c'est pas très toxique. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes confrères pneumologues, mais globalement, c'est pas très toxique quoi. Les patients qui ont de la stéréotaxie, je sais pas ce que tu en penses, Lassad. S'il y a suspicion d'infection, on met en route un traitement antibiotique. Oui, mais là, tu vois, il y avait une suspicion d'infection avec un nodule qui lui-même était très suspect, en fait, tu vois. Oui. Donc là, effectivement, tu peux mettre une antibiothérapie, mais de toute façon, dans le doute, nous, on prend le volume et puis c'est tout, en fait.